La tête de Metacomet fut vendue à la colonie de Plymouth contre 30 shillings, le prix d'une tête d'Indien à l'époque. Elle fut plantée sur une lance et exhibée dans les rues de Plymouth avant d'être exposée au fort de la colonie les 25 années suivantes. Là, il y a un livre assez curieux. En fait, ce sont des éditeurs qui ont demandé à 26 auteurs de raconter leur cauchemar, grosso modo. Et donc, il y a presque un nouveau genre littéraire. On avait au cinéma, justement, le film d'horreur. Maintenant, on a les nouvelles d'horreur. Parce qu'il faut bien comprendre que l'héritage de l'Indien d'aujourd'hui, il y a beaucoup d'horreur dedans. Et ce qui est assez intéressant, les rêves, on a parlé des rêves la dernière fois, justement, et des rêves collectifs, et les rêves qui se transmettent de génération en génération. Et ce qui est assez intéressant dans celui-là, c'est qu'il y a une nouvelle, donc, de Tommy Orange, et son cauchemar, c'est qu'il se retrouve avec son éditeur parisien, et qu'il se rend compte, sans parler le français, que le traducteur n'a rien compris et a complètement faussé le sens de son livre. C'est pas vraiment le cas. C'est vrai que la traduction n'est pas terrible, mais c'est pas le cas, je vous rassure. Donc, Tommy a grandi à Auckland. Il est rattaché à la tribu d'Oklahoma des Cheyennes Arapaho. Il est né en 1982. Ça veut dire qu'en l'espace de sa vie, ça veut dire depuis l'instant qu'il est né jusqu'à aujourd'hui, il a vu se passer quelque chose dans la baie de San Francisco, c'est une nouvelle invasion, c'est-à-dire l'invasion de la tech. Et donc cette invasion de la technologie dans la baie de San Francisco et l'envolée des prix, ce qu'on a appelé la gentrification, est presque une métaphore dans le contexte hyper moderne de ce qu'ont vécu ses ancêtres, les Cheyennes et les Arapaho, quand il y a eu cette invasion d'Européens qui a bouffé la terre qui était sous leurs pieds. Ici n'est plus ici. En fait, c'est une citation de Gertrude Stein. Et un jour, elle retourne à Auckland et elle dit ça. Ici, c'est plus ici. C'est-à-dire que tout a tellement changé qu'on ne s'y reconnaît pas. C'est un peu le problème de tous ces auteurs. Ils sont tous à la recherche d'une connexion avec qui ils sont ou qui ils devraient être. Donc ce voyage vers le moi n'est pas un voyage vers le moi, mais un voyage vers le nous, un voyage vers le on. Et qu'est-ce que c'est le nous et le on? C'est ce power. C'est le grand cercle. C'est cette grande fête, quatrième acte du livre, justement, et le but de tout ce livre, c'est tous ces Indiens qui se préparent pour aller au power. Pour Ici n'est plus ici, l'urgence pour Orange était d'écrire une histoire sur une population indienne qui est d'autant plus invisible qu'elle est sous vos yeux et qu'on ne la connaît pas. Elle n'est représentée nulle part. Le fait que Tommy Orange ait beaucoup travaillé dans divers services sociaux pour la communauté indienne d'Auckland lui a donné l'occasion d'entendre beaucoup de ces histoires de déplacement, de relocalisation des Indiens dans les villes. Il a donc voulu à son tour les partager après les avoir arrangés, mélangés, remixés, comme un ingénieur du son, avec des mots, des personnages et des émotions. Tommy Orange écoute de la musique 98% du temps quand il écrit. Il aime lire à voix haute, avec ou sans musique. Se relire à haute voix permet d'entendre le son des phrases et leur rythme. Le livre commence par une citation de Bertolt Brecht. « Au temps des ténèbres, y aura-t-il encore des chants? Oui, il y aura encore des chants sur le temps des ténèbres. » Dans la version originale américaine, il y a la liste des personnages principaux, ce qui n'est pas dans la version de livre de poche. Et c'est emmerdant parce que justement, il fait ça pour nous aider. C'est-à-dire que chaque fois qu'il passe d'une histoire à l'autre, il dit voilà, c'est la perspective de Tony Loman. Alors Tony Loman a 21 ans. Il est né et a grandi à Auckland. Ses origines sont cheyennes. Il est né avec le syndrome d'alcoolisme fœtal, qu'il appelle le drome. Il s'appelle même lui-même le drome. Il habite avec sa grand-mère Maxine et ils vendent l'herbe qu'on bouffait avec Octavio. Ici n'est plus ici n'est pas composé de chapitres. C'est un roman composé en 4 actes, chacun accompagné d'une citation.
Le premier acte est accompagné d'une citation de l'écrivain espagnol Javier Marias. Pour le deuxième, c'est Gertrude Stein. Le troisième, James Baldwin. Et le quatrième, Jean Genet. Gertrude Stein, ça paraît un peu bizarre. Mais Gertrude Stein, c'est elle qui a donné le nom du livre. Ici n'est plus ici, c'est une citation de Gertrude Stein. Il est né à Auckland. Oui, enfin, elle était la protectrice d'Hemingway. Oui, mais ça, c'est la même littérature. Hemingway n'a pas eu de master en littérature. Non, je crois pas. Hein. Je dis, il a envie d'être entendu par tous, comme si sa survie en dépendait. Si la culture ne s'exprime pas, si le livre n'a pas de lecteur, il n'y a pas de livre. Et une culture qui ne s'exprime pas, c'est une culture qui meurt. L'acte 1, en anglais, s'appelle Remain. En français, ça a été traduit avec reste. Comment? Reste. Mais en anglais, ça veut dire remain. Mais remain, ça veut pas dire, ça veut dire reste, mais ça veut pas dire reste, ça veut plutôt dire subsister. Je trouvais que le subsister, c'est une idée de survie et d'être encore là. Donc reste, ça traduit pas bien ça, je trouve. Alors, la première scène, c'est une scène donc qui est avec Tony Longman. Sa grand-mère le fait lire. Et j'ai trouvé que c'était une très belle scène. Je vais le partager avec vous. Je dis, Maxine, c'est sa grand-mère. Elle m'a dit, Maxine me fait lire ces trucs d'Indien que je comprends pas toujours. Mais ça me plaît bien quand même parce qu'une fois que j'ai compris, je comprends jusqu'au plus profond de moi. Quand ça fait mal, mais qu'on se sent mieux de l'avoir éprouvé. Cette chose qu'on ne pouvait pas éprouver avant de l'avoir lue. Et qu'on se sent moins seul. Qu'on a l'impression que ça fera plus jamais aussi mal. Une fois, elle a prononcé le mot bouleversant quand j'ai lu un passage de son auteur préféré, Louise Aldrich. Et puis on apprend donc dans cette scène, à la fin de la scène, Octavio qui lui dit, donc déjà dès la première scène du livre, Octavio va braquer le power. Ensuite, on passe donc au personnage de Déné, aux scènes Déné. Donc le jeune qui vient de perdre son oncle, qui lui a laissé une caméra Bolex, et son oncle qui travaillait un peu dans le cinoche comme ça, qui faisait des piges à Hollywood, et puis qui avait ce rêve justement de créer un document sur l'expérience de tous ces Indiens des villes. Il est à un endroit où il attend pour avoir la grante, la bourse, pour passer la bourse, pour avoir quelques sous pour pouvoir faire le film. Et là, il y a une espèce de branché sur le banc qui lui adresse la parole et qui lui demande s'il sait qui est Gertrude Stein. Déné secoue la tête, mais en réalité, il le sait. En réalité, il a regardé sur Google les citations qui font référence à Auckland, quand il faisait des recherches pour son projet. Il sait très bien ce que le type va dire. Il n'y a pas de là, là. Donc, encore une fois, le titre les incompréhensions des traducteurs, il traduit le livre par ici n'est plus ici, mais quand il parle de la citation en question dans le livre, il la traduit différemment, puisqu'il ne dit pas ici n'est plus ici, il dit il n'y a pas de là, là. C'est quand même pas mal, quand même. Mais bon, c'est ça. Il n'y a pas de là, là, dit-il dans un espèce de murmure avec un sourire idiot, bouche bée qui donne envie à Déné de lui mettre son poing dans la figure. Déné veut lui dire qu'il a lu la citation dans son contexte original, son autobiographie d'Alistoclas, a compris qu'elle voulait dire que le lieu où elle avait grandi à Auckland avait incroyablement changé, qu'il s'était produit là un incroyable développement, que ce là de son enfance, le là, avait disparu, qu'il n'y avait plus de là, là. Déné veut lui dire veut lui dire que c'est ce qui est arrivé aux Indiens. Il veut lui expliquer qu'ils ne sont pas pareils, que Déné est un autochtone, né et élevé à Auckland, originaire d'Auckland. Rob n'avait sans doute pas réfléchi plus que ça à la citation, parce qu'il en avait tiré ce qu'il voulait. Il la sortait sans doute en soirée, donnant bonne conscience à ceux de ses congénères qui s'installent dans les quartiers, qu'il n'aurait pas eu le cran de traverser en voiture 10 ans plus tôt. Cette citation est plus importante pour Déné. Ce là, il n'avait pas lu Gertrude Stein en dehors de cette citation, mais pour les autochtones de ce pays, partout en Amérique, se sont développés sur une terre ancestrale enfouie le verre, le béton, le fer et l'acier, une mémoire ensevelie et irrécupérable. Il n'y a pas de là, là. Ici n'est plus ici. Donc c'est ce qui se passe avant d'entrer dans la salle, et puis après, il doit défendre son projet de film.
Et son projet de film, en fait, c'est le sujet du livre de Tommy Orange, hein, qui veut faire aussi un bouquin pour rassembler ces histoires qu'on ne connaît pas et mettre ce peuple en lumière. Donc ça m'a paru intéressant de lire ce passage aussi. Je veux apporter un élément nouveau à la vision de l'expérience des autochtones telle qu'on la voit à l'écran. Nous n'avons jamais vu l'histoire urbaine des Indiens. Ce que nous avons vu regorge de toutes sortes de stéréotypes qui font que personne ne s'intéresse à l'histoire des Indiens d'Amérique en général. C'est trop triste. Si triste que ça ne peut pas être divertissant, mais surtout à cause de la façon dont elle est décrite. Elle prend un tour pitoyable et nous perpétuons cela. Sauf que non, tout ça, c'est des conneries. Passez-moi l'expression, mais ça me rend malade, parce que le tableau d'ensemble n'est pas pitoyable, et que les histoires individuelles qu'on rencontre ne sont pas pitoyables, ni faibles, n'appellent pas la pitié. Elles sont pleines d'une vraie passion, d'une rage. Et c'est une des choses que j'apporte au projet, parce que c'est ce que je ressens moi aussi. C'est cette énergie-là que je lui apporterai. Et en fait, il y a un peu un écho avec ce que je disais tout à l'heure, quand je disais oui, c'est un miracle, mais il ne faut pas oublier l'héroïsme des auteurs. On part ensuite sur Opale, Viola Victoria Berchil, qui est d'autre génération. Le passage que j'ai choisi, c'est un passage où elle parle à son ours en peluche. Et souvent, on le voit aussi ici dans un roman qui s'appelle Le Conseil des poupées, qui est un roman magnifique de Mona Susan Powers, qui sort d'Harvard. Hein. Donc, encore une fois, le stéréotype des Indiens tous drogués, alcooliques, etc. Et donc, parfois, souvent, les voix comme ça, les véritables dialogues existent avec des objets qui sont inanimés. Comme si c'était des choses qui sont tellement difficiles à sortir qu'on n'arrive pas à les dire à un autre être humain. Alors, les véritables choses qui ont besoin de sortir sortent par rapport à des poupées ou sortent par rapport à des peluches, et qu'il y a, il y a beaucoup de choses comme ça. Alors l'ourson peluche dit, il faut connaître l'histoire de son peuple. Comment nous en sommes arrivés là? Cela résulte entièrement de ce que les gens ont fait pour que nous en arrivions là. Nous, les ours, vous, les Indiens, on en a vu de toutes les couleurs. Ils ont tenté de nous tuer. Mais quand ils le racontent, c'est comme si l'histoire n'était qu'une grande aventure héroïque dans une forêt déserte. Il y avait des ours et des Indiens partout, petite sœur. Ils nous ont tous tranché la gorge. Et alors c'est intéressant, pourquoi? Parce que c'est un ours qui lui parle à Alcatraz. Et ce qu'il faut savoir, c'est que justement dans cette région de Californie, il y avait des ours partout. C'est la vérité. C'était peuplé d'ours. C'était peuplé d'ours et d'Indiens. Et tout le monde vivait ensemble. Et aujourd'hui, le seul ours qui reste en Californie, on dit que c'est celui qu'ils ont sur leur drapeau. Et donc, il y a non seulement une cohésion entre là deux vies, une vie animale et une vie humaine, mais aussi le point de vue qui est extrêmement important par rapport à l'ours, c'est que l'ours chez les Indiens d'Amérique, il représente toujours la médecine, parce que l'ours est omnivore. Donc c'est l'ours qui a appris à l'homme ce qu'il pouvait manger. La dernière scène, on revient à Tony Loman, donc, qui a ouvert le bouquin, hein, cet enfant qui a souffert de l'alcool dans le ventre de sa mère. Il dit, quand se présente l'occasion de mourir pour sauver une vie, nous la saisissons chaque fois. Il se voit sortir de son corps, puis se voit d'en haut. Voit ce corps et se souvient que ce corps n'a jamais été vraiment le sien. Il n'a jamais été Tony, comme il n'a jamais été le drôme. Tous deux n'étaient qu'un masque. Il se souvient de sa grand-mère qui lui disait « Il faut que tu danses comme les oiseaux chantent le matin ». Et quelque part, au-dedans, en lui-même, où il est et sera toujours, c'est déjà le matin. Et les oiseaux chantent. Et ce sont les derniers mots de Tommy Orange sur Ici n'est plus ici.